Il y a des disparitions qui ressemblent à des accidents, d'autres à des fugues. Et puis il y a celles qui donnent l'impression qu'une personne s'est littéralement effacée du monde, comme si elle avait glissé entre les mailles de la réalité. Dans ces deux histoires, tout commence par quelque chose de banal, une soirée tranquille, des habitudes ordinaires, un homme qui dit à ses proches qu'il rentrera bientôt, un autre qui envoie simplement un message « je t'aime ». Rien ne laisse imaginer qu'il s'agit peut-être des derniers instants de leur ancienne vie. Et pourtant, quelques heures plus tard, Derek Siosen et Daniel Reeves disparaissent. Pas de lutte, pas de scène de crime évidente, pas de témoins directs, juste des détails étranges qui vont obséder les enquêteurs pendant des années. Des objets soigneusement laissés derrière eux, des incohérences dans les horaires, des voitures retrouvées abandonnées, des images de vidéosurveillance floues, et surtout cette sensation glaçante que quelque chose ne colle pas. D'un côté, on a donc Derek, brillant étudiant en médecine de Los Angeles, aperçu pour la dernière fois marchant seul dans la nuit sous l'œil de caméras granuleuses avant de disparaître dans un angle mort. De l'autre, c'est Daniel, jeune père de famille de l'Indiana, volatilisé après un simple SMS envoyé au milieu de la nuit avant que sa voiture ne soit retrouvée près d'un parc isolé dans des circonstances troublantes. Deux hommes, deux vies totalement différentes, mais un mystère. Comment peut-on disparaître presque sans laisser de traces, dans un monde où tout est filmé, enregistré, géolocalisé? Je vous propose dans cette vidéo de remonter leurs dernières heures, minute par minute, analyser ces images, les incohérences, les théories, et essayer de comprendre ce qu'il s'est réellement passé derrière ces disparitions qui, encore aujourd'hui, suscitent beaucoup de mystères. Derek Siosen, le futur médecin qui s'est évaporé. Derek est, au moment de sa disparition, en août 2014, puisqu'il est né le 8 novembre 1987, un étudiant de 4e année à la Keck School of Medicine de l'USC, c'est l'University of Southern California. C'est un jeune homme brillant. Il est décrit comme extrêmement intelligent, avec un avenir prometteur. C'est un membre de l'élite académique de Los Angeles. Il se consacre certes à la médecine, mais c'est aussi un aventurier. Il aime la nature, la randonnée et les activités de plein air. Très sportif, il court et aime faire du fitness. D'ailleurs, la pratique intensive du sport lui cause une inflammation du pied et il boite depuis quelque temps. Derek, c'est aussi un garçon très généreux, intègre, le profil du bon ami que tout le monde aime avoir. Mais derrière cette façade presque parfaite, finalement, Derek est introverti. Alors, c'est pas un défaut, évidemment, mais là, ça va un peu loin puisqu'il semble à ce moment-là proche du burn-out. En effet, il est à quelques mois d'obtenir son diplôme et subit quelque peu la pression. Le stress des examens finaux et de l'internat, ça pèse lourdement sur lui. Il essaie de cacher, de masquer tout ça avec le sourire, mais ses proches se rendent compte qu'il stresse beaucoup. Alors, quand le 6 août au matin, Derek ne se présente pas à son stage à l'hôpital, ses amis s'inquiètent et pénètrent dans son appartement pour aller le chercher. Ce qu'ils y trouvent est troublant. Son portefeuille, contenant ses cartes de crédit et son passeport, est posé en évidence, ainsi que les clés de son appartement et de sa voiture. Son téléphone est là aussi, avec son ordinateur. Une bouteille de lait et de céréales sont dans la cuisine. Sa voiture est présente, elle est garée sur le parking, seule sa carte d'identité manque, et bien sûr aucune trace de Derek. Ses amis comprennent qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas possible. Ils contactent alors sa mère, qui s'appelle Jean Siosen, qui vit dans le Maryland, à l'autre bout du pays. Elle n'a aucune nouvelle, elle aussi, de son fils. Tous les amis de Derek sont alors contactés. Derek a été vu pour la dernière fois par un ami à Glendale, en Californie, la veille, le 5 août 2014, à 21h. Il a passé la soirée avec des copains. Puis, il les a quittés en disant qu'il devait se lever tôt le lendemain pour aller travailler. Ils ont discuté. Il semblait normal. C'est d'autant plus surprenant et inquiétant.
C'est donc la famille en coordination avec les amis sur place qui dépose officiellement le signalement pour disparition auprès de la police de Los Angeles. La mère de Derek va prendre immédiatement l'avion pour Los Angeles pour diriger les recherches. Je vous rappelle qu'elle vit à l'autre bout du pays. Contrairement à beaucoup d'affaires de disparition d'adultes dont on a pu parler sur ma chaîne, où la police est parfois lente à réagir, eh bien là, la mobilisation pour Derek est très rapide. Ses amis placardent des milliers d'affiches dans tout Los Angeles en moins de 48 heures. Ça, c'est fait. Il y a un site internet qui est créé pour centraliser les témoignages, là aussi dans les premières heures de sa disparition. Et surtout, la police prend très au sérieux sa disparition et c'est ça qui va permettre de faire avancer l'enquête rapidement. La police se concentre immédiatement sur les traces numériques laissées par Derek, c'est-à-dire l'analyse de sa carte bancaire, celle de son téléphone portable et surtout de la vidéosurveillance. On va commencer par l'analyse bancaire. La police découvre un virement fait de 2 999 $ et un retrait de 200 $ dans un distributeur de supermarché. Ils ont été faits le 5 août avant minuit. Le virement a été fait à un ami. Ce montant correspondrait exactement à une dette qu'il avait envers cet ami pour des dépenses liées à ses études de médecine. Intéressons-nous maintenant aux données de son téléphone. La triangulation mobile. Le dernier signal de son téléphone portable est capté à minuit 15 près de l'autoroute CA2. C'est une zone de transition entre la ville et des zones plus sauvages, des parcs ou des canyons. La police va y mener des battues avec des chiens pisteurs, mais sans succès. La vidéosurveillance maintenant. Grâce à l'enquête très rapide, des caméras privées et commerciales sont exploitées avant que les enregistrements ne soient écrasés. Parce que souvent, c'est ça le problème, on attend un petit peu trop longtemps et d'autres images arrivent par-dessus les anciennes. Et les enquêteurs vont découvrir les images de Derek. Tout commence par une série de gestes méthodiques. Le 5 août à 22h, Derek est vu au volant de sa voiture, se rendant à un supermarché sur Alvarado Street. À 22h30 précise, Derek entre dans le supermarché. Et sur les images de vidéosurveillance, on voit le jeune homme vêtu d'un t-shirt bordeaux et d'un short. Il n'a pas l'air paniqué, il s'approche du distributeur automatique, il retire donc 200 $. Regardez ses mains. Elle ne tremble pas. Il récupère ses billets, range son portefeuille. Puis fait quelques courses, lait et céréales, les articles qu'on va retrouver chez lui le lendemain. Il paye avec une American Express pour un montant de 6,38 $. C'est juste après ce moment-là que le virement de 2 999 $ est fait à son ami. À 23h, les enquêteurs découvrent qu'avant de disparaître, Derek a déposé les clés d'un ami dans une boîte aux lettres. Au lieu de frapper ou d'entrer, il glisse les clés qu'il lui avait empruntées dans la boîte aux lettres. Cet ami lui avait passé les clés de son appart pour qu'il puisse, si besoin, aller étudier au calme. À minuit pile, c'est ici que le mystère s'épaissit. Derek est aperçu sur Alvarado Street. On a une image de vidéosurveillance de Echo Park, une silhouette mince marchant d'un pas régulier. Sur les images, certains experts croient déceler un léger boitement et Derek souffrait, souvenez-vous, du pied. L'homme qui pourrait être Derek marche vers le nord. Il porte un sweat à capuche noire unie, un short à carreaux, des baskets colorées et une veste noire par-dessus le sweat à capuche noire. Malheureusement, en 2014, la résolution des caméras de rue est encore médiocre, la lumière est assez basse, le grain
Trop important, on a du mal à identifier l'homme sur ces images. En plus de ça, Derek semble avoir disparu dans une zone où la couverture des caméras s'arrête brusquement, un angle mort en fait. Mais la silhouette semble bien être celle de Derek. Question alors, que s'est-il passé ? Dans les jours précédant sa disparition, Derek a eu une discussion avec des amis sur la possibilité, je cite, de disparaître volontairement et sur la difficulté de le faire dans une société ultra connectée. Il s'intéressait aux techniques de survie et à la vie en autarcie. Ça, c'est un fait, il en a parlé à ses amis. Alors la police va émettre des hypothèses. Et si Derek avait voulu disparaître volontairement ? Il était en plein craquage, voire en pleine dépression, ça peut s'entendre. Et si la journée du 5 août et tout ce qu'il a fait était une journée de préparation à sa disparition ? Derek a payé ses dettes, il a rendu les objets empruntés, il a laissé ses papiers derrière lui pour ne pas être tracé et est parti à pied avec le strict minimum. Pour beaucoup, Derek a simplement craqué sous la pression sociale et académique et a choisi de s'évaporer pour vivre une vie simple, loin de la médecine. Sa famille et ses amis craignent que ces adieux méthodiques, argent, les clés, ne soient les préparatifs d'un acte définitif, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. En plus de ça, il a retiré uniquement $200, c'est pas suffisant pour vivre, longtemps en tout cas. L'enquête piétine, quelques semaines après, il y a quelques petits rebondissements. Le 5 septembre 2014, des adjoints du département du shérif du comté de Los Angeles examinent les images de surveillance d'un bus métropolitain pour une affaire de harcèlement, lorsqu'ils aperçoivent un homme correspondant à la description de Derek. Mais rien n'a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de Derek. Une piste plus sérieuse, le 10 septembre 2014. Un témoin rapporte avoir parlé à un homme lui ressemblant. Lorsqu'il lui a proposé de l'aide, l'homme aurait répondu qu'il allait bien, qu'il faisait juste une longue marche. Malgré l'envoi d'équipes de recherche et de détectives privés à San Diego, l'homme n'a jamais été formellement identifié ni rattrapé. Le profil ADN de Derek a été enregistré dans le CODIS, le système national d'indexation d'ADN, au cas où un corps non identifié serait retrouvé. À ce jour, aucune correspondance n'a été établie. Déçu par le manque de résultats de la police, qui, faute d'indices de crime, a fini par classer l'affaire comme, je cite, une disparition volontaire d'adultes, la famille a pris le relais. Elle embauche des détectives privés, notamment pour analyser les listes de sans-abri et les morgues sous X à travers tout le pays. Les enquêteurs privés explorent la possibilité que Derek ait rejoint une communauté ou qu'il vive sous une fausse identité, en utilisant ses connaissances médicales pour travailler, je cite, au noir dans des zones rurales. Derek Siozen est toujours recherché. Il mesure 1m83, pèse environ 82 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux noisettes et une cicatrice de brûlure sur le bras droit. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'une caméra de surveillance balaie un trottoir de Californie, on cherche encore cette silhouette qui boite légèrement dans la nuit. Sur le site créé lors de sa disparition, souvenez-vous, ses amis tentent de garder la mémoire de Derek vivante. Salut mon ami, cela fait presque 1 an que tu es parti. Beaucoup de choses ont changé. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Je n'en suis pas si sûre. Surtout, j'espère que tu es en vie et en bonne santé. J'espère que tu es au Mexique ou au Costa Rica en train de surfer. Où que tu sois, où que tu ailles. Même si tu me manques terriblement et que je voudrais tellement que tu sois là, j'espère que tu as trouvé la paix dont tu as besoin. Jusqu'au jour où ton corps sera retrouvé, je continuerai à t'envoyer des prières, des pensées positives et de bonnes ondes. Tu resteras à jamais dans ma mémoire la personne la plus bienveillante et empathique qui soit. Tu m'as si souvent montré comment me dépasser. Merci d'avoir été mon ami. Je t'aime, Derek. Comment un homme peut-il disparaître comme ça sans laisser la moindre trace ? Est-ce une fuite volontaire ? Un crime parfait ? A-t-il mis fin à ses jours quelque part ? Aujourd'hui, le mystère demeure et quelque part peut-être la vérité n'attend qu'à être découverte. Sa disparition soudaine laisse un vide immense et une question sans réponse. Peut-on être trop parfait au point de vouloir s'effacer ? On espère de tout cœur que Derek est en vie et qu'il mène sa vie peut-être comme bon lui semble aujourd'hui, sans pression, sans contact. Mais on se demande quand même comment un homme comme ça peut disparaître dans la nature sans
ne jamais être retrouvé. Et vous savez quoi ? Cette disparition me fait penser à une autre disparition. J'en ai parlé sur ma chaîne il y a plusieurs années. Celle de Brian Schaeffer, c'est une disparition qui est ultra médiatisée. Je vous en parle en fin de vidéo pour vous donner des infos sur cette disparition justement. La disparition de Daniel Reeves, le SMS troublant. Nous sommes maintenant le 4 mai 2008. Il est 2h du matin dans une maison de l'Indiana. Un couple s'endort tendrement devant la télé. Mais quand à 4h du matin, Sarah se réveille, son petit ami Daniel a disparu, sans bruit, sans explication, sans aucune trace. Mais elle a un dernier message sur son téléphone. « Je t'aime ». C'est le dernier contact connu de Daniel. Voici l'histoire troublante de Daniel Reeves. Daniel Reeves a 25 ans, c'est un homme simple. Il a une petite amie depuis 7 ans, Sarah, avec qui il a un jeune enfant. Daniel, c'est un homme timide et gentil. Il aime l'informatique et étudie à l'université à New Albany, dans l'Indiana. C'est un jeune homme anxieux, mais pas déprimé, c'est important de le savoir. Sa vie semble parfaitement en ordre en apparence. Rien dans son comportement ne laisse présager ce qui va arriver. Il n'a pas de problème connu, pas de conflit, pas de signe de détresse. Et pourtant, en une nuit, tout va basculer. Le 3 mai 2008, Daniel passe la soirée donc dans sa maison, à Madison, dans l'Indiana, avec Sarah. Ils discutent, regardent la télévision. Sarah va s'assoupir vers 2h du matin sur le canapé. Daniel à ses côtés. Mais quand Sarah se réveille, donc vers 4h du matin, Daniel n'est plus là. Elle le cherche évidemment dans la maison, aucune trace. En plus de ça, sa voiture a disparu. Daniel serait-il parti de façon urgente ? Il est peut-être rentré chez ses parents, ça lui arrive souvent, mais c'est bizarre. Il y a un SMS sur son téléphone, un SMS provenant de Daniel. Un simple « je t'aime », mais rien de plus. C'est le dernier message envoyé par Daniel. Sarah tente de le rappeler, aucune réponse, elle commence à s'inquiéter. Les parents de Daniel n'ont aucune nouvelle non plus, Daniel n'est pas rentré chez eux. Alors, ils décident de prévenir les autorités. Un avis de disparition est lancé. Daniel mesure 1m70, il a les yeux bleus, les cheveux châtain foncé, il est rasé de près. Au moment de sa disparition, il portait un long short, un t-shirt bleu, blanc, avec une chemise boutonnée dessus, des chaussures en daim beige et une veste noire en faux cuir. Il y a des recherches qui sont effectuées, mais malgré ces recherches, on ne trouve pas Daniel, aucune trace de lui. Les relevés téléphoniques vont indiquer que son téléphone n'a pas été utilisé depuis la nuit où il a disparu. Sarah est logiquement interrogée, mais elle n'a jamais été officiellement considérée comme suspecte sérieuse. C'est vrai que c'est la dernière personne à l'avoir vu vivant avant qu'il ne disparaisse. Et rien dans les informations connues ne la relie directement à sa disparition. Une semaine plus tard, il y a un élément troublant qui est découvert dans cette affaire. Le 10 mai 2008, les forces de l'ordre retrouvent la voiture de Daniel, la Chrysler Sebring beige de 1999. Elle est découverte sur Green Hills Drive à Madison, à près de 30 minutes de la résidence où il vit, près de Clifty Falls State Park. Le lieu est isolé, idéal pour se perdre ou pour disparaître. Quand les enquêteurs découvrent cette voiture, elle est ouverte. Et ça, c'est étrange parce que Daniel, ça revient souvent quand on interroge ses proches, est du genre prudent. À l'intérieur, on découvre son portefeuille, de l'argent, ses papiers. Cependant, ses clés et son téléphone portable ont disparu. Mais le détail le plus dérangeant arrive ensuite. Les témoignages suggèrent que la voiture était garée là depuis environ 23 heures le 3 mai 2008. Ça contredit l'affirmation de Sarah, selon laquelle elle était avec Daniel jusqu'à 2 heures du matin le 4 mai. Cette différence dans la chronologie va soulever une question, à savoir si le souvenir de Sarah dans ces événements est erroné ou si cette incohérence pourrait fournir des indices essentiels pour résoudre le mystère de la disparition de Daniel. Autrement dit, est-ce que Sarah dit vraiment la vérité ? Soit Sarah ment, soit quelqu'un d'autre a utilisé cette voiture. Les autorités fouillent la zone, les forêts alentours, les falaises, les sentiers. On cherche un corps, clairement. Une trace, mais rien. Pas un indice, pas un signe de vie. Daniel semble simplement s'être évaporé. C'est simple. Les forces de l'ordre et la famille de Daniel restent totalement perplexes face à sa disparition.
L'enquête ne trouve aucun indice sur l'endroit où Daniel aurait pu aller, ni sur la raison pour laquelle sa voiture a été abandonnée à cet endroit. Les enquêteurs se demandent si Daniel n'a pas choisi de disparaître volontairement finalement, un peu comme l'histoire de Derek. Cependant, sa famille soutient fermement qu'il est très peu probable que Daniel ait volontairement abandonné sa vie et ses proches. Même aujourd'hui, il reste fermement convaincu que quelque chose de sinistre lui est arrivé. Alors quelles sont les théories dans cette disparition ? La première, c'est la disparition volontaire. Il aurait quitté sa vie volontairement. Dépression, fuite, le SMS « I love you », je t'aime, peut ressembler à un message d'adieu. Mais pourquoi aurait-il voulu disparaître alors que tout semblait aller bien dans sa vie ? Ses proches affirment qu'il n'avait aucun problème particulier et il laisse derrière lui son argent, ses papiers, c'est peu logique pour une fuite, sauf s'il voulait faire croire à sa disparition, effectivement. En plus de ça, il y a un élément très important, Daniel n'aurait jamais laissé derrière lui sa petite fille, il est papa, et c'est un papa aimant. Mais on n'a quand même aucune trace de lui depuis 2008. Est-ce qu'on peut vraiment complètement disparaître comme ça sans jamais avoir un petit remords et donner ne serait-ce qu'une nouvelle pour rassurer Sarah, pour rassurer sa fille, pour peut-être avoir une photo, la voir grandir? C'est difficile à comprendre. L'autre théorie qui est mise en avant, c'est l'accident. Daniel aurait quitté sa voiture, pénétré dans le parc et chuté. Mais en pleine nuit, ça paraît peu probable. On n'a rien trouvé, malgré des recherches intensives. Il faisait frais, en plus de ça, cette nuit-là, et il serait parti en short. Ça ne colle pas. L'intervention extérieure est une vraie théorie. C'est d'ailleurs la théorie la plus troublante et la plus plausible pour les proches. A-t-il été victime d'une agression, d'un crime maquillé ? Quelqu'un était là, quelqu'un l'attendait ou quelqu'un l'a intercepté et cette personne n'a jamais été identifiée. Ou alors, trempait-il dans une affaire et c'est un règlement de compte, ça aussi c'est possible. Est-ce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un ? D'où le SMS juste avant sa disparition, un SMS qui laisse penser que c'est le dernier SMS finalement, ce « je t'aime » qui intervient en pleine nuit, c'est quand même étrange, c'est un « je t'aime » d'adieu, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et si c'était une tierce personne qui avait envoyé le SMS pour justement amener les enquêteurs sur une fausse piste ? Le téléphone a disparu, ça faut pas l'oublier. Se pose aussi la question de la voiture. A-t-elle été déplacée ? Certains témoins sont sûrs d'avoir vu la voiture dès 23h ce soir-là. On n'a peut-être pas de certitude à 100%, mais c'est étrange. Cette incohérence renforce surtout une idée clé, que la chronologie officielle est probablement incomplète ou trompeuse, ce qui rend l'enquête plus compliquée. Quelque chose ne colle pas dans la version apparente. Et dans cette affaire, vous le voyez, il y a plus de questions en suspens que de réponses. Daniel Reeves n'a jamais été revu. Sa famille n'a pas de réponse aujourd'hui, juste une question. Comment un homme peut-il disparaître en quelques heures sans laisser la moindre trace, à part cette voiture et les affaires qu'on trouve à l'intérieur ? Malgré le temps qui passe, ils n'ont pas perdu cet espoir que quelqu'un connaissant ce qui est arrivé à Daniel se manifeste pour aider à éclairer les circonstances entourant sa disparition. Vous connaissez ma passion, alors je mets ça entre guillemets évidemment, pour ces disparitions mystérieuses, vous savez, ces disparitions du jour au lendemain où on a ces dernières traces de vie et plus rien. Ça me fascine. Ça me fascine parce que il y a plein de théories qui émergent, on les a citées notamment sur la deuxième affaire, et il y a toujours cette idée de se dire que potentiellement ces personnes ont disparu de façon volontaire et ont réussi à totalement se faire oublier. Alors, j'ai du mal à croire quand même à des disparitions volontaires, très honnêtement, mais il y a toujours ça dans un coin de nos têtes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai commencé à vous parler dans la première histoire de l'histoire de Brian Schaeffer. Cette histoire de ce jeune médecin, justement, ça rejoint la disparition de Derek qui lui aussi disparaît après une soirée passée dans un bar. Ce qui est fou, c'est qu'on a ces dernières images aussi captées de Brian Schaeffer. On le voit monter via un escalateur, rejoindre un bar. Et ce qui est dingue, c'est qu'on ne le voit jamais, mais vraiment jamais, sortir de ce bar. Il n'y a aucune caméra qui n'enregistre sa disparition, en tout cas officiellement. Peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça, mais selon
les dires des enquêteurs, Brian ne sort jamais de ce bar, ce qui nous laisse imaginer que potentiellement il est sorti par une issue de secours, il est sorti différemment, ou alors sa sortie a été maquillée. C'est vraiment très étrange cette disparition. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a plusieurs années maintenant sur l'histoire de Brian Shaffer. C'est vraiment une histoire mystérieuse, celle de Brian Shaffer. Elle a fait le tour du monde. Il y a quand même une image qui a été partagée d'un homme qui a été retrouvé, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est au Brésil, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, un SDF qui a été retrouvé. En fait, c'est un Américain qui était en vacances dans ce pays, alors peut-être que c'est le Brésil, je vous confirmerai par message en dessous si je me trompe, qui connaissait l'histoire de la disparition de Brian Shaffer et qui a vu ce SDF dans les rues. Ce SDF, et je vous mets la photo ici, qui ressemble trait pour trait à Brian Shaffer. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance frappante. Et ça... Alors, cet homme a essayé de lui poser des questions, mais l'homme en question, le SDF, n'a jamais répondu. Il ne l'a jamais retrouvé d'ailleurs après ça. Il a partagé cette photo sur Internet, et c'est vrai que les internautes ont tout de suite mis en avant cette ressemblance frappante entre le Brian Shaffer qui a disparu des années plus tôt et ce SDF. Est-ce que Brian Shaffer a voulu lui aussi changer de vie? Parce que dans cette histoire, lui aussi avait beaucoup de pression par rapport à ses examens finaux de médecine. Il devait se marier, mais en même temps, il n'était pas sûr de lui. Il avait perdu sa maman quelques mois plus tôt et ça l'avait profondément marqué, voire choqué. C'est possible. Et pourquoi je fais le parallèle entre l'histoire de Brian Shaffer et celle de Derek Siozen? Eh bien parce qu'il y a quelques mois, il y a une photo qui est apparue sur Internet, c'est celle-ci. Alors la photo n'est pas forcément de très bonne qualité, on y voit un homme de dos. Selon la personne qui a pris cette photo, l'internaute, il s'agirait de Derek Siozen. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que Derek serait toujours en vie aujourd'hui et que Derek, comme possiblement Brian Shaffer, serait SDF et qu'on ne pourrait pas le retrouver. Je vous avoue que c'est difficile à dire sur cette photo, mais j'attends encore une fois vos avis en commentaire. C'est assez troublant. Il y a plein de possibilités qui sont ouvertes dans ces disparitions. C'est assez dingue. J'espère un jour qu'on aura le fin mot de ces histoires, qu'on en saura beaucoup plus, mais ça laisse plein de suspense, évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires, comme d'habitude, en dessous, et on en parlera dans une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!